Oui, voici le deuxième enregistrement. On va retourner dans l'histoire maintenant. Sur le champ de bataille la nuit. La guerre a des beautés. Elle a aussi quelques laideurs. Voler les biens des morts est l'une d'elles. Ça veut dire que quand les morts quand les gens sont morts sur le champ de bataille, il va toujours avoir des voleurs la nuit qui vont venir puis ils vont tout prendre qu'est-ce que les morts ont sur eux autres. Après les vainqueurs viennent les voleurs. Le matin qui suit une bataille, se lève sur des corps sans vêtements. Vers minuit, un homme se cache du côté du chemin creux d'Ohain. Ni anglais, ni français, ni paysan, ni soldat, il cherche les morts et les retourne. Il va devant lui et regarde derrière. Qui est cet homme? Il n'a pas de sac, mais de larges poches sous sa veste. De temps en temps, il s'arrête, regarde la plaine autour de lui, se penche, dérange à terre quelque chose, puis va plus loin. Cette fois encore, il s'arrête. À quelques pas devant lui, dans le chemin, au point où finit le tas de morts, de dessous ce tas d'hommes et de chevaux, sort une main ouverte, éclairée par la lune. Cette main a au doigt quelque chose qui brille et qui est en or. L'homme se penche, reste un moment à terre et bientôt, il n'y a plus d'or à cette main. Il se retourne et veut se relever. Il sent qu'on le tient par derrière. Il se retourne de nouveau. C'est la main ouverte qui s'est renfermée et qui a pris le bas de sa veste. Un autre homme aura peur. Celui-ci se met à rire. Tiens, dit-il, ce n'est que le mort. J'aime mieux ça qu'un gendarme. Ah, ça, est-il vivant, ce mort? Voyons donc. Il se penche de nouveau, met la main dans le tas de corps, prend la main, fait place à la tête, tire le corps et amène l'homme à lui. C'est un officier. De l'or brille sur la veste. Il a reçu un coup terrible. Son visage est en sang. Par une chance étonnante, les autres morts l'ont empêché d'être écrasé par les chevaux. Ses yeux sont fermés. Il porte sur la poitrine une décoration en argent. L'homme l'arrache et la met dans une de ses poches. Après quoi, il trouve une montre et la prend, puis quelques pièces d'or et les prend aussi. L'officier ouvre alors les yeux. La fraîcheur de la nuit, l'air respiré librement l'ont réveillé. « Merci », dit-il faiblement. L'homme ne répond pas, il lève la tête. On entend un bruit de pas dans la plaine, des gendarmes ou des soldats. Le blessé dit à voix très basse. Qui a gagné la bataille? Les Anglais. Cherchez dans ma poche. Vous y trouverez de l'or et une montre. Prenez-les. L'homme fait semblant d'obéir et dit, il n'y a rien. On m'a volé, reprend le cavalier. Cela aurait été pour vous. Voilà qu'on vient, dit l'homme, faisant le mouvement de quelqu'un qui s'en va. Le cavalier soulève le bras avec peine, le retient. Vous m'avez sauvé la vie. Qui êtes-vous? J'étais comme vous, de l'armée française. Il faut que je vous quitte. Je ne veux pas être pris. Je vous ai sauvé la vie. Tirez-vous d'affaire tout seul maintenant. Comment vous appelez-vous? Thénardier. Je n'oublierai jamais, pas ce nom. Et vous, souvenez-vous, je me nomme Pontmercy. Le soldat qui est couché par terre pense que Thénardier lui a sauvé la vie, mais en réalité, Thénardier était juste là pour le voler, OK? Chapitre 2, Pontmercy. Pontmercy était un brave. Depuis 25 ans, il se battait pour la République et pour la France. Il avait été de toutes les batailles de Valmy à Austerlitz, à Friedland, à Wagram, à Montmirail. 20 fois, il avait été blessé. À Waterloo, à la tête de ses cuirassiers, il avait pris un drapeau anglais et l'avait jeté aux pieds de Napoléon. L'empereur lui avait crié « Tu es colonel, tu es baron ». Puis, il avait chargé à la tête de ses hommes et il était tombé dans le chemin creux d'Ohain. On sait la suite. Il n'était pas mort. Quand il rentre en France en 1816, c'est pour apprendre que le gouvernement de Louis XIII lui refuse le grade de colonel, le titre de baron et qu'il est pauvre. C'est aussi pour trouver sa femme morte. Son beau-père, M. Jules Normand, est un vieil homme riche. Il est resté loyaliste après 1789. Il haït tous ceux qui ont servi la République et l'Empire. Il n'a jamais voulu reconnaître le mariage de sa première fille. Il en a deux, et d'un soldat républicain. C'est juste pour vous expliquer. Pontmercy avait marié cette fille-là, la fille de M. Gilles Normand. M. Gilles Normand, il ne l'aimait pas.
Appelle Pontmercy un bandit, a toujours refusé de le voir et même d'en entendre parler. Cependant, il a pris chez lui le fils de Pontmercy et promis de laisser tout son argent à ce petit-fils si le père n'essaie jamais de le rencontrer. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Ils ont eu un enfant ensemble. Sur le jeune Normand, le grand-père a pris l'enfant. Puis il a dit à Pontmercy, si tu laisses cet enfant-là tranquille pour le restant de sa vie, il va jamais avoir besoin de s'inquiéter de l'argent. Parce que moi, je vais tout y laisser l'argent. Mais toi, tu ne peux pas être dans sa vie. Ça, c'est une grosse décision à prendre, right? Tu veux que ton enfant soit comme correct financièrement pour le restant de sa vie, mais toi, tu fais un gros sacrifice, parce que tu vas jamais le voir. Pauvre, usé par les combats et plus de 20 blessures, le colonel baron de Pontmercy accepte dans l'intérêt de l'enfant. Il vit seul à Vernon, dans une petite maison au milieu des fleurs, en pensant aux grandes choses qu'il a fait et à ce fils qu'il aime. Il va souvent le voir de loin à l'église, mais il tient sa promesse de ne jamais lui parler. L'enfant, Marius, ça c'est le nom du fils, sait qu'il a un père, quelques bandits républicains, mais rien de plus. Pontmercy n'est pas un bandit du tout. Avec son petit-fils, M. Gilles Normand n'a jamais dit un mot de douceur. Il lui parle durement, mais il l'aime, et l'enfant est tout pour lui. Pontmercy tombe malade et fait appeler son fils. Marius trouve son père mort. On lui remet ce morceau de papier. Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron à la bataille de Waterloo. J'ai payé ce titre de mon sang. Mon fils le prendra et le portera. À cette même bataille, un homme m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait un petit hôtel dans les environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Ah, ça, c'est pas correct. Cela parce que Pontmercy pense que Thénardier a sauvé la vie, mais c'est pas vrai. Marius revient à Paris et continue ses études de droit. Il oublie tout à fait son père. Mais un peu plus tard, il rencontre un prêtre qui lui raconte combien son père l'aimait. Comment il venait le regarder de loin tous les 15 jours à l'église, et cela pendant des années. Marius comprend que son grand-père lui avait caché la vérité. Alors, ce jeune royaliste cherche dans le passé. Il apprend que son père n'était pas un bandit, mais un héros. Il trouve son nom à chaque page de l'histoire de la grande armée de Napoléon. Un grand amour naît en lui et il devient républicain. Le grand-père l'apprend et trouve la lettre de Pontmercy à son fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Demande-t-il à Marius en jetant la lettre au feu. Cela veut dire, répond le jeune homme, que je suis le fils de mon père. Monsieur Gilles Normand, qui a 80 ans maintenant, rit puis dit durement, ton père, c'est moi. Mon père, répond Marius, les yeux baissés, était un homme simple et brave. C'était un héros qui a servi la République et la France, qui a pris 2 drapeaux, qui a reçu 20 blessures, qui est mort oublié et qui n'a eu qu'un tort, c'est de trop aimer son pays et son fils. À ce mot, la République, M. Gilles Normand s'est levé. Chaque parole de Marius est pour le vieux royaliste un coup de fer rouge. Marius, s'écrie-t-il, terrible enfant, je ne sais pas ce qui était ton père. Je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu que des misérables au milieu de tous ces gens-là. Je dis tous. Entends-tu, Marius? Vois-tu bien? Tu es baron comme ma chaussette. C'étaient tous des bandits, ceux qui ont servi la République et Bonaparte. Ça, c'est Napoléon. Ils se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo. Voilà ce que je sais. Si monsieur votre père est là-dessous, je n'y peux rien. Pendant que le vieil homme parle, Marius tremble. Il ne sait que devenir. Sa tête est en feu. Que faire? Son père vient d'être insulté. Et par qui? Par son grand-père. Mais il ne peut laisser parler sans répondre. Alors il crie, « À bas les rois !» De rouge, le vieillard devient tout à coup plus blanc que ses cheveux. Puis il va 2 fois, lentement et en silence, de la cheminée à la fenêtre, et de la fenêtre à la cheminée, traversant toute la salle et faisant crier le plancher. À la 2e fois, il se penche vers sa 2e fille, qui écoute son air habituel de vieux mouton,
et lui dit en souriant d'un sourire froid et presque tranquille. Un baron comme monsieur et un pauvre homme comme moi ne peuvent rester sous le même toit. Et tout à coup, se relevant, blanc, tremblant, terrible, le front agrandi par la colère, il tend le bras vers Marius et lui crie « Va-t'en ». Le lendemain, M. Gilles Normand dit à sa fille « Vous enverrez tous les mois 600 francs à ce buveur de sang et vous n'en parlerez jamais. » So Marius ne devait accepter cet argent. Il était parti avec 30 francs, sa montre et un peu de linge dans son sac. So that's it. Marius il est seul, il ne veut pas avoir le soutien financier de son grand-père. Marius aime. Au quartier latin, où il va tout naturellement, Marius rencontre de jeunes républicains. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, L'Aigle, Joly, Grantaire. Tous ces jeunes gens se rappellent la République et rêvent de révolution. Marius devient leur ami. So guys, une révolution, je vais vous expliquer c'est quoi. Okay? So une révolution, c'est quand tu as un groupe de gens qui sont pauvres, généralement. Puis qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent se venger contre ceux qui sont riches. So, habituellement, à cette époque-là, ils voulaient comme se venger contre le roi. So, ils veulent, disons, se battre pour renverser le gouvernement, pour qu'il y ait plus de pouvoir pour les pauvres. Okay? So, disons, à cette époque-là, comme la façon que c'était arrangé, je pense que j'ai déjà expliqué ça ici, 97% de la population, c'était les pauvres. So, là, tu avais comme ces 3%-là, où c'était les rois, puis tout ça, puis tu avais aussi comme l'Église là-dedans. So, ça représentait le 3% de la population. Comme eux, il connaît les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les soirs sans lumière et sans feu, les semaines sans travail, l'habit troué au coude, le vieux chapeau qui fait rire des jeunes filles, la porte de l'hôtel fermée parce qu'on n'a pas payé, le rire des voisins du portier ou du patron du restaurant, les durs travaux qu'il faut faire pour ne pas mourir de faim. Malgré cela, il devient avocat. Il écrit à son grand-père dans une lettre polie mais froide. M. Gilles Normand prend la lettre avec un tremblement, la lit et la jette, déchirée en 4 au panier. Les amis de Marius le présentent à des journalistes. Il écrit dans les petits journaux, il arrive à gagner de quoi mal vivre. Il cherche à retrouver Thénardier. Il va à Chelles, à Bondy, à Gournay, à Nogent, à Lagny, à Montfermeil. Thénardier a fait de mauvaises affaires. L'hôtel a été vendu. L'homme a disparu ainsi que sa fille, ses 2 filles. Sa femme, sa fille, ses 2 filles et son fils. OK. Je retourne à Cosette, là, le roman Cosette. On a connu les Thénardier. Ils appartenaient à un hôtel. Il y avait M. Thénardier, Mme Thénardier, puis il y avait juste 2 filles. On n'a jamais parlé de garçons. Weird. Okay. Marius a 20 ans et souvent il va se promener dans les jardins de Luxembourg. Il rencontre un homme de 60 ans aux cheveux blancs, vêtu d'un vieil habit, qui a de l'air dur et bon en même temps. Une très jeune fille aux yeux bleus marche à côté de lui. L'homme et la fille s'assoient tous les jours sur le même banc. Un jour, la jeune fille le regarde. Qu'y a-t-il cette fois dans ce regard? Marius ne pourrait le dire. Il n'y a rien et il y a tout. C'est un curieux éclair. Le soir, en rentrant dans sa pauvre chambre, Marius jette les yeux sur ses vêtements et s'aperçoit, pour la première fois, qu'il est assez fou pour aller se promener au Luxembourg avec ses habits de tous les jours, c'est-à-dire un vieux chapeau, de vieux souliers, un pantalon noir, blanc aux genoux et une veste blanche aussi au coude. Chaque jour qui passe, Marius est plus amoureux de la jeune fille. Il va tous les jours au Luxembourg et regarde de loin. Il n'ose parler, faut que je me dépêche là. Il essaie de se faire valoir le plus possible à la jeune fille et le moins possible par le vieux monsieur. Quelquefois, pendant de longues minutes, il reste à l'ombre d'une statue. Il tient à la main un livre, mais ses yeux doucement, levés, regardent la jeune fille qui sourit. Le vieux monsieur s'aperçoit de quelque chose et ils ne viennent plus au Luxembourg. Marius cherche et ne peut les retrouver. L'été passe puis l'automne. L'hiver vient. Mais Marius n'a toujours qu'une pensée, revoir ce clair et beau visage. Ce n'est plus qu'un rêveur, un homme fort. Il est comme un chien perdu et devient triste. Le travail et même la marche le fatigue. Et lui semble que tout a disparu. C'est qui cette fille et ce vieil homme? Je ne sais pas. En tout cas, on se revoit tantôt. J'arrête.